À 4h30 du matin, le vacarme du réveil déchira le silence. Comme à son habitude, Chloé Dubois émergea du sommeil avant même que l'appareil n'ait eu le temps d'insister. Pas une seconde à perdre, pas même pour s'étirer. Chaque minute était comptée, une ressource précieuse dans une existence où l'argent, lui, se faisait cruellement désirer. À 30 ans à peine, Chloé portait une fatigue qui semblait venir d'une vie entière. Ce n'était pas le futur qu'elle s'était dessiné à la sortie du lycée, le cœur plein de promesses. Mais la vie en avait décidé autrement. Aujourd'hui, son seul et unique rêve était de bâtir un avenir plus clément pour Léo, son fils de 5 ans, endormi comme un ange sur un petit matelas à côté d'elle, dans la seule chambre de leur modeste appartement. « S'il te plaît, mon Dieu, juste la force pour aujourd'hui », souffla-t-elle, une prière devenue un mantra matinal depuis qu'elle s'était retrouvée seule, un bébé dans les bras, 5 ans auparavant. Sous le jet d'eau chaude de la douche, un plaisir rare qu'elle ne s'octroyait que lors des hivers les plus rudes, Chloé récapitulait sa journée marathon. Dès 6 heures, le ménage chez une personne âgée. À midi, la préparation des repas pour la famille Miller. L'après-midi, 3 heures de nettoyage dans un cabinet dentaire. Et pour finir, le service du soir dans un bistrot de quartier. Rien de stable. Que des contrats à la petite semaine, juste de quoi survivre. Chloé fantasmait sur un CDI, des vacances payées, la tranquillité d'esprit de savoir qu'elle pourrait acheter un simple sirop pour Léo sans faire de calcul d'apothicaire. Un jour, peut-être. En attendant, elle luttait pour mettre de côté quelques euros pour la barre de chocolat qu'il lui réclamait parfois. En revenant dans la chambre, elle découvrit Léo, les yeux mi-clos, qui se frottait le visage. À 5 ans, avec sa tignasse bouclée et son regard qui transformait le monde, il voyait de l'aventure là où elle ne voyait que des obstacles. « Mon grand garçon est réveillé ? J'ai rêvé que j'étais un super-héros, marmonna-t-il, sa voix encore embrumée. Un sourire teinté de tristesse effleura les lèvres de Chloé. Ce mélange d'amour infini et de peur constante de ne pas être à la hauteur la poignardait doucement. « Tu es déjà mon héros », murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. « Allez, en route. La voisine vient te chercher pour l'école dans une demi-heure. » Au même instant, à des kilomètres de là, au cœur d'un des quartiers les plus cossus de la ville, Nicolas Delacroix achevait son jogging matinal dans sa salle de sport privée. Sa montre affichait 6h15 et 10 km au compteur. Précision chirurgicale. La discipline comme credo, le contrôle comme obsession. À 40 ans, Nicolas régnait sur un empire technologique de plusieurs milliards. Il maîtrisait les marchés, les cours de la bourse, la destinée de milliers de salariés. Il maîtrisait tout, sauf l'essentiel, le gouffre laissé par le décès de son épouse et la relation de plus en plus ténue avec Manon, sa fille de 4 ans. Consultation de votre agenda disponible, monsieur, résonna la voix synthétique de son assistant personnel. Le petit déjeuner était programmé dans un quart d'heure. Sans un mot, Nicolas entra dans son dressing où l'attendait son armure du jour, costume italien, chemise immaculée, cravate de soie. Le parfait attirail pour les guerres économiques qu'il menait avec une froideur méthodique, celle d'un homme qui s'était fait tout seul avant même d'avoir 40 ans. Face au miroir, il croisa son propre regard. Jeune, oui, mais ses yeux racontaient les insomnies, le poids de la solitude depuis qu'il élevait Manon. Le sourire était devenu un effort depuis que Sophie n'était plus là, le laissant face à cet enfant qui lui semblait chaque jour plus insaisissable. Monsieur, fit sa gouvernante, Monique, après avoir toqué. Mademoiselle Manon voudrait savoir si vous l'accompagnez à l'école. La culpabilité, cette vieille amie, le saisit à la gorge. Il l'avait promis. Mais une réunion cruciale avait été déplacée. Dites-lui que c'est impossible, lâcha-t-il en serrant le nœud de sa cravate. Antoine la conduira. Je rentrerai pour le dîner. Monique acquiesça, habituée. Nicolas savait qu'il était un père défaillant, mais il était prisonnier de l'empire qu'il avait lui-même érigé, cet héritage qu'il destinait pourtant à Manon. À 7h30, Chloé laissa Léo devant l'école publique locale. L'uniforme était d'occasion, mais impeccable. Sois un amour avec la maîtresse, lui dit-elle en caressant ses cheveux. Je viens te chercher cet après-midi. Tu seras pas en retard, dis ? Demanda-t-il, le souvenir d'une longue attente encore vif. Promis, mon cœur. Simultanément, la voiture de fonction blindée déposait Manon devant son école privée réputée. Ajustant son ruban de soie, elle sortit avec sa lunchbox de princesse.
Votre père m'a dit de vous confirmer qu'il sera là pour le dîner, annonça le chauffeur. Manon haussa les épaules, blasée par les promesses en l'air, et se dirigea seule vers le portail. Deux réalités, deux solitudes enfantines, deux parents en proie à leurs démons. Le destin s'apprêtait à jouer les entremetteurs. Le soleil tapait sur la cour de l'école du Val-Fleuri. Léo était admis ici grâce à une bourse, un programme pour les enfants brillants de milieux modestes. Son uniforme, rapiécé avec soin, le distinguait des autres. Assis seul sur un banc, il grignotait son sandwich au jambon fromage sur baguette, observant les autres enfants. C'est là qu'il la remarqua. Près du toboggan, 3 garçons plus âgés encerclaient une petite fille. Elle protégeait un ruban bleu dans ses cheveux que le chef de la bande, un certain Tom, essayait d'attraper. « T'as vu son ruban de princesse » ricana-t-il. « Il doit valoir plus que mon sac. » La fillette reculait, le menton tremblant. « C'était à ma maman » murmura-t-elle si bas que c'était à peine audible. « Elle me l'a donné avant de monter au ciel. » Les rires redoublèrent. Une vague de fureur submergea Léo. Il rangea son sandwich et s'avança. « Laissez-la tranquille. » Tom se tourna vers lui. « Oh, le boursier qui joue les chevaliers servants. C'est ta copine ?» La peur noua le ventre de Léo, mais les mots de sa mère résonnèrent en lui. « C'est pas ma copine. Mais j'aime pas les lâches. 3 contre 1, c'est pas très courageux. » L'un des acolytes de Tom parut gêné. « Viens, Tom, les surveillants arrivent. » Léo en profita. « Ma mère dit toujours que le courage, c'est de défendre les plus faibles, pas de les attaquer en bande. » Vexé, Tom abandonna. PFF, minable. On se retrouvera, le boursier. Une fois le danger écarté, Léo se tourna vers la fille. « Ça va ?» Elle fit oui de la tête. Elle était très jolie. « Je m'appelle Manon. » « Merci. »« Moi, c'est Léo. »« Ils sont toujours comme ça ?»« Des fois. Je suis toujours toute seule, alors ils en profitent. » Léo comprenait ce sentiment. « Tu veux un bout de mon sandwich ?» C'est du jambon fromage. Pour la première fois, elle sourit. « D'accord. J'ai jamais mangé un sandwich qui a vécu dans une poche. » Ils partagèrent le repas, une amitié naissant sur un banc de cours d'école. Sophie Lambert, la coordinatrice, avait tout vu depuis sa fenêtre. Elle écrivit un email à Nicolas Delacroix, relatant l'incident, la bravoure de Léo et la joie évidente des 2 enfants. Léo est un élève boursier, fils d'une mère célibataire. Il a un caractère exceptionnel, conclut-elle. Pendant une présentation à Delacroix Technologies, Clara Martin posa une tablette devant son patron. Objet, incident concernant Manon, issue positive. Nicolas sentit son cœur s'emballer. Pause de 5 minutes, messieurs, lança-t-il. Il lut le message, passant de l'angoisse au soulagement, puis à une vive curiosité. Un boursier ? Interrogea-t-il Clara. Léo Dubois, 5 ans. Quartier des Jardins de l'Espoir. Sa mère, Chloé Dubois, 30 ans, cumule les petits boulots, récita Clara, qui avait déjà mené sa petite enquête. Je veux le remercier en personne, décida Nicolas. Arranger une rencontre avec sa mère. Un café, samedi après-midi. Manon doit être présente. Sur le chemin du retour, Léo raconta tout à sa mère. Maman, j'ai dit ce que tu dis toujours sur le courage. Chloé, fière, lui caressa les cheveux. Son téléphone vibra. Numéro masqué. Allô ? Madame Chloé Dubois ? Ici Clara Martin, assistante de Monsieur Nicolas Delacroix. Il vous convie, ainsi que votre fils, à prendre un café à son domicile, samedi à 16 h. Chloé en resta pétrifiée. Nicolas Delacroix. Le magnate de la tech. Manon était sa fille. Maman, c'est qui ? Le papa de ton ami Manon. Il veut nous voir. Les yeux de Léo s'illuminèrent. Super. Je vais montrer à Manon ma collection de capsules. Devant un tel enthousiasme, Chloé ne put refuser. Nous viendrons, confirma-t-elle. Samedi, après avoir hésité devant sa maigre garde-robe, Chloé opta pour une robe bleu marine sobre.
À 15h30, une voiture de fonction haut de gamme, conduite par un certain Antoine, vint les chercher. La traversée de la ville fut un voyage entre deux planètes, des barres d'immeubles aux villas luxueuses. Le domaine de la Croix était d'une opulence intimidante. Chloé prit la main de Léo, le cœur battant. Nicolas attendait, Manon frétillant à ses côtés. « Papa, il va aimer ma salle de jeu, tu penses ?» C'était la 3e fois qu'elle posait la question. La sonnette retentit. Monique, la gouvernante, les introduisit. Le contraste était saisissant. Chloé, avec sa dignité discrète, et Léo, dont les yeux brillaient de mille feux. « Bienvenue, dit Nicolas, tendant la main à Chloé. Nicolas Delacroix. Chloé Dubois. Enchanté. Il se baissa vers Léo. Tu dois être Léo, le héros. Léo lui serra la main très sérieusement avant de s'écrier « Manon ». Manon se jeta dans ses bras. Regarde ce que j'ai pour toi, dit Léo, sortant de sa poche une capsule de soda étincelante. C'est la plus belle. Bleue, comme ton ruban. Manon la serra contre son cœur. Merci. Je la garderai toute ma vie. Chloé rougit, mais Nicolas souriait, sincèrement ému. Il les invita à s'asseoir devant une table garnie de thé, café, jus et une sélection de pâtisseries et de canapés. Monique emmena les enfants jouer. Seuls, Nicolas et Chloé partagèrent un silence un peu lourd. Votre fille est charmante, dit Chloé. Merci. Elle est très solitaire depuis le décès de sa mère. Je suis navré. Je tenais à vous remercier. Ce que votre fils a fait est remarquable. Léo a un grand sens du bien et du mal. Il tient ça de vous. J'essaie, dit-elle simplement. Chloé, je voudrais vous dédommager. Elle se crispa. L'argent. Ce n'est pas la peine, monsieur Delacroix. Nicolas, s'il vous plaît. Ce n'est pas une obligation. C'est un désir. Léo revint en courant. Maman, la chambre de Manon est pleine de jouets, il y a même un train électrique. Nicolas eut une illumination. Léo, dit-il. Dis-moi, quelle récompense te ferait plaisir? Le garçonnet le regarda droit dans les yeux. Un travail pour ma maman. Le silence tomba, lourd, assourdissant. Chloé aurait voulu disparaître. Léo? Réussit-elle à articuler? Elle vit alors le visage de Nicolas se décomposer. Une émotion brute, presque douloureuse, passa dans son regard. Pourquoi? Demanda-t-il, la voix étranglée. Tu pourrais avoir n'importe quel jouet. Parce qu'elle travaille tout le temps et elle est toujours fatiguée. Des fois, je l'entends pleurer la nuit. Si elle a un bon travail, elle sera moins triste et on pourra être plus souvent ensemble. Une larme solitaire s'échappa et glissa sur la joue du milliardaire. Il l'effaça d'un geste brusque. Chloé, mortifiée, se leva. Nous allons vous laisser. Non, restez, implora Nicolas, se ressaisissant. Je veux vraiment réfléchir à la demande de Léo. Il ne faut pas. Si, il le faut, coupa-t-il. C'est une opportunité. Cette nuit-là, Nicolas ne dormit pas. Les mots de l'enfant tournaient en boucle. Pas un caprice. Juste le désir de voir sa mère heureuse. Il fit faire une enquête sur Chloé Dubois. Le rapport confirma ses intuitions, une femme courageuse, travailleuse, intelligente, qui se battait seule. Il l'appela le lendemain matin. Chloé, c'est Nicolas. Je vous propose un poste d'assistante de direction. Silence à l'autre bout du fil. Pourquoi? Parce que mon assistante est promue. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, d'intègre. Votre fils m'a convaincu que vous étiez cette personne. Mais je n'ai pas les qualifications. Les compétences, ça s'acquiert. L'intégrité, non. Et Léo? Il sera dans la même école que Manon. Tous frais payés. Et nous avons une crèche sur place. Après une longue hésitation, elle accepta. À une condition. Je serai jugé sur mon travail. Si je ne conviens pas, vous me renverrez. C'est un marché, dit Nicolas. Bienvenue chez Delacroix Technologies. Quand elle raccrocha, Léo était là. C'était le papa de Manon.
Il m'a offert un travail. Un vrai. Les yeux de Léo brillèrent. J'ai réussi, alors. Chloé éclata d'un rire libérateur. Oui, mon amour. Tu as réussi. Le premier jour fut terrifiant. La tour de Delacroix Technologies était un monstre de verre et d'acier. Clara Martin la guida à travers ce labyrinthe. Son bureau était au cœur du pouvoir. Nicolas l'accueillit chaleureusement. La première réunion fut un calvaire. Elle se sentit jugée, en particulier par Valérie Bernard, la directrice marketing. Plus tard, Clara la prévint, certains ici ne vous feront pas de cadeaux. Le déjeuner au Panoramique, le restaurant d'entreprise, fut une autre épreuve. Elle entendit Valérie susurrer à sa voisine, c'est la nouvelle protégée. Une histoire de charité, paraît-il. Chloé fit mine de rien. Elle s'accrocha, travailla sans relâche. Un mois plus tard, elle stupéfia Valérie Bernard en ayant anticipé une de ses demandes urgentes. Nicolas, qui avait assisté à la scène, lui adressa un sourire approbateur. 2 mois plus tard, elle était devenue indispensable. Son organisation et son bon sens faisaient merveille. Nicolas, de son côté, changeait. La dignité de Chloé, son amour pour son fils, lui renvoyait l'image de ses propres manquements. Un soir, il se joignit à la construction d'une cabane improvisée par Léo et Manon dans le jardin. Une première. Les week-ends devinrent un rituel. Un samedi chez Nicolas, un samedi chez Chloé. Dans le petit appartement, le milliardaire et sa fille découvraient un autre monde, fait de simplicité et de rire. Vous et Léo nous avez sauvé la vie, lui confia un jour Nicolas. Manon n'avait jamais eu de véritable ami. Il lui confia l'organisation d'une conférence internationale majeure. Stéphane Leroy, le directeur financier, s'y opposa. N'est-ce pas trop risqué? Stéphane, le calma Nicolas. Chloé a réduit les coûts de 22% et a réussi là où tout le monde avait échoué. Elle est la meilleure pour ce poste. La conférence fut un succès retentissant. Puis un jour, l'école appela. Léo était très malade. Forte fièvre, douleur au ventre. Chloé quitta tout. Nicolas l'appela dès le lendemain. Comment va-t-il? Pas bien. Je l'emmène aux urgences. Attendez. J'envoie mon médecin. Le docteur Dubois diagnostiqua une possible appendicite. Une ambulance, déjà alertée par Nicolas, les conduisit à l'hôpital Sainte-Lucie. Le diagnostic fut confirmé. Opération d'urgence. Nicolas la rejoignit à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas pour les frais, dit-il. Il resta à ses côtés, la réconfortant. Quand le chirurgien, le docteur Mercier, annonça le succès de l'opération, Chloé s'effondra en larmes dans ses bras. Il lui raconta alors la mort de sa femme, Sophie. J'étais impuissant. Cette fois, je pouvais faire quelque chose. Je ne pouvais pas vous abandonner. Leur lien, déjà fort, devint indéfectible. L'épreuve transforma Nicolas. Il créa le programme Famille de la Croix au sein de son entreprise, offrant des avantages sociaux inédits. Il devint un patron plus humain. Chloé reprit ses études. En fin d'année, il la promut directrice des relations institutionnelles. La fête de Noël, d'habitude un gala mondain, devint une grande fête familiale dans le parc de l'entreprise. Sur scène, Nicolas raconta leur histoire. Un garçon de 5 ans m'a tout appris, dit-il. Il annonça la création de la Fondation Léo et Manon, pour aider les enfants défavorisés. Plus tard, il rejoignit Chloé. Le soleil se couchait sur les enfants qui jouaient. Je croyais vous aider, Chloé. Quelle arrogance de ma part. En vérité, c'est vous qui m'avez tout donné. Vous m'avez appris ce qui compte vraiment. Leurs regards se croisèrent, un avenir entier contenu dans ce silence. Un avenir rendu possible par la demande d'un petit garçon qui voulait juste que sa maman ne pleure plus.